Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va faire un pot à eau traditionnel. Alors, est-ce qu'on va faire le pot à eau avec cette terre-là? Non, pas du tout. Ça, c'est 400 grammes de terre et le pot à eau, lui, fera 2 kg. Pourquoi 400 grammes de terre? Eh bien, c'est pour la remise en jambe. Alors là, le terme remise en jambe ne s'applique pas vraiment, mais c'est plutôt remise en main. Retrouver quelques gestes de base quand on n'a pas tourné depuis longtemps. Moi, c'est ce que je conseille. Donc là, on va refaire 2 petits bols, simplement pour reprendre contact avec la terre, parce que ça fait à peu près 3 mois que je n'ai pas tourné. Alors les conseils qu'on peut donner quand on n'a pas tourné depuis longtemps, ça serait de redécomposer les gestes, de revenir à quelque chose de basique, se rappeler l'enseignement qu'on a reçu et décomposer les gestes avec lenteur. Alors il vaut mieux un geste précis et lent qu'une multitude de gestes rapides en poterie. Vous savez, la rapidité, c'est l'ennemi du potier. Au moins les gestes rapides. Voilà, il faut reprendre contact avec cette terre. Alors, en principe, ça ne se perd pas les gestes du potier. On ne les perd pas. Heureusement, parce que si à chaque fois il fallait tout recommencer, ça serait rebutant. Bon, bah, le bol il est parti. Vous connaissez ma technique pour les bols, ça a déjà été expliqué dans d'autres vidéos. Moi je m'occupe que de l'intérieur. Quand l'intérieur est réussi, je suis sûr de réaliser l'extérieur. Donc là je vais refaire une passe avec les doigts pour donner un beau galbe. Et je m'oblige à aller lentement. Quelques formules simples pour s'assurer qu'on réalise un bon bol, c'est un beau galbe intérieur, suffisamment de pieds pour pouvoir tournasser ensuite la partie basse, avoir ici quelque chose de fin puisqu'un bol en principe est un objet usuel et si on veut le porter à la bouche, il faut que ça soit agréable. Bon, je pense que celui-là correspond à peu près à ces critères. Donc, on va s'empresser de l'enlever brutalement pour pouvoir en mettre un deuxième et continuer notre remise en main. Alors, j'ai vu sur la chaîne qu'il y avait quand même pas mal d'abonnés. 1500 abonnés. C'est bien, ça prouve une chose. Une chose indéniable, c'est qu'au moins ces 1500 personnes ont vu au moins une vidéo en entier et ont été capables à la fin de la vidéo d'aller cliquer sur le petit cartouche abonnez-vous à la chaîne. Là je fais mes trois montées. Et puis le centrage final. Alors j'avais fait un concours pour ceux qui sont habitués à suivre les vidéos.
il y avait un concours sur la réalisation d'un cendrier un petit peu technique, un petit peu difficile. On va dire que c'était pas réservé aux débutants, c'est vrai. Donc là, on s'aperçoit bien un petit peu de à quoi ça sert de mettre des vidéos sur YouTube, etc. YouTube, c'est un grand libre service, c'est un grand libre service de l'image, et maintenant un peu du savoir-faire, puisqu'on arrive à trouver pratiquement tous les métiers, expliquer, etc., etc. Et chacun vient se servir, vient piocher là-dedans, et c'est le but. Et c'est formidable. Mais il faut guère en attendre plus. Hein. En ce qui me concerne, c'est du partage libre, voilà, mais j'attends pas grand-chose en retour. Donc le concours, je pense pas que c'est l'endroit pour faire ça. Il y a eu très peu de participants. Pour vous dire la vérité, il n'y en a eu que 2 qui m'ont envoyé les photos. Et c'est Xavier qui va gagner et être récompensé en temps et en heure. Voilà, alors peut-être qu'il faut 10 000 abonnés pour avoir, je sais pas moi, 1% de participants, ce qui ferait une dizaine. Peut-être que c'est ça, je ne sais pas. Alors je dis pas que je le referai pas, mais voilà, ce grand libre service du savoir-faire, des gestes, sa fonction principale de YouTube, c'est pour moi, c'est ça, c'est du partage gratuit. Je tire la partie haute du bol. Je monte ma terre. Je vérifie l'intérieur. On va lui donner une autre forme à celui-là. On va lui donner son galbe. Oh, puis moi j'aime bien ces formes un petit peu asiatiques, là, hein, avec une contreforme au milieu. Le bol qui s'évase ici, qui se resserre là, et à nouveau qui s'évase. Et j'affine la lèvre. Bon. Je vérifie le pied, oui, ça fonctionne, ça fonctionne. Bon, alors ça veut dire, une fois de plus, vous voyez, c'est rassurant. Au bout de 3 bois, on ne perd pas les gestes du tournage. Le conseil, c'est d'aller doucement. Hein. Très bien. On va enlever avec grande délicatesse ce bol. Vous savez que j'ai reçu un commentaire négatif, hein, parce que je n'avais pas enlevé un bol comme il fallait un jour. Mais il faut bien varier un petit peu les plaisirs et les vidéos, parce que si chaque fois on montrait tout exactement, ça deviendrait lassant. 2 kg de terre pour faire ce pichet. C'est peut-être trop, j'en sais rien, c'est pas grave, vaut mieux en avoir plus que pas assez. La terre est un petit peu dure, donc il va y avoir probablement quelques difficultés supplémentaires, mais on va essayer de les affronter avec philosophie et technique. Alors j'ai vu que cette terre était dure au brassage, hein, parce que vous avez pu constater que je n'ai pas fait une boule sur la girelle. J'ai fait un espèce de cône. Ben, je me facilite un petit peu le premier geste. Vous connaissez ma formule, hein. Dans un geste, le dernier des gestes d'une phase, c'est le premier de la phase suivante. Donc on se facilite toujours la tâche. On termine la phase et on se met dans approximativement le futur geste de la future phase. C'est peut-être pas bien clair ce que je dis. Donc je vais faire un exemple à un moment donné. Vous voyez par exemple là, on pourrait prendre cette partie-là. Je redescends ma quille et je vais la remonter. Bien, je ne vais pas redescendre la quille à plat pour peiner après à remonter. Non, au contraire, je vais même laisser un dôme pour pas que ça se creuse.
Voilà, le dernier des gestes, c'est le premier du suivant. Alors, je vais aussi répondre à quelques questions que je reçois sur les cours. Est-ce que vous donnez des cours? Est-ce que vous faites des stages? Bon, alors, je vais répondre oui, mais là, on quitte complètement la logique de YouTube où tout est gratuit. Voilà, donc si vous voulez venir à l'atelier des rêves, bien sûr, c'est possible, dans une petite mesure parce que je ne fais pas que ça. Mais j'ai des charges à payer, etc. etc. Donc ce sont les tarifs normaux d'une école de poterie comme il y en a plein en France. Donc je monte pour la dernière fois la quille. La terre commence à s'assouplir un petit peu. Je la redescends. Bon, vous connaissez les conseils, hein, on n'appuie pas, on pousse vers l'avant et ça descend tout seul. Et puis maintenant, le centrage final. Avant le perçage. Vous avez vu, le dernier de mes gestes a été de faire une petite cuvette et de marquer le centre parce que c'est le premier geste maintenant du perçage. J'ai marqué ici le centre. Je n'ai plus qu'à appuyer avec mon pouce. Je vais laisser du fond hein, sur ce coup-là. Je vais laisser du fond, on peut le mesurer avec un pic. Voilà, je laisse presque, je pense qu'il y a 18 mm à peu près, là, un peu moins de 2 cm. Comme ça, ben, ça me réservera le choix de faire un pied intéressant ou avec un dégagement, je sais pas, on verra selon l'inspiration tout à l'heure. Donc je finis de percer et maintenant j'ouvre le geste d'ouverture, je maintiens comme pour le centrage, 2 doigts à l'intérieur, je descends les doigts et je commence à tirer vers moi. Donc là, il faut penser au diamètre de la pièce finie. Hein. Le diamètre intérieur va être le diamètre du futur pichet à eau. Donc ça nous fera l'occasion de voir comment on fait une anse. Alors j'ouvre encore un petit peu. Très important, hein, bien mettre de l'eau, garder la barbotine. C'est très très important. Il ne faut pas que la terre accroche dans vos mains, jamais. Dès que ça accroche, on s'arrête. On reprend de la barbotine, on reprend de l'eau et on finit. Voilà, je soigne un petit peu plus le fond. Je pense que le pichet sera suffisamment ouvert pour vérifier tout à l'heure. Mais bon, c'est une habitude, quand on a percé, bien faire le fond. Voilà, alors maintenant, avec une estèque, on arrange le bord, on enlève tout ce qui est en trop. Ça va permettre ici d'avoir une prise sur la terre qui tourne bien rond pour pouvoir monter cette terre. Alors c'est parti, de l'eau, ce geste-là. On va d'abord pousser un petit peu pour faire une gorge sur le pouce.
Vous voyez, ça va même un petit peu dessous. Voilà, j'ai cette gorge, comme ça je vais pouvoir attraper cette terre avec cette main, compresser avec l'autre pour bien enfermer sous pression la terre ici, et après il n'y a plus qu'à monter. Alors on monte de manière assez régulière. Ça on peut le sentir qu'avec un peu d'expérience, mais il ne faut pas que ça soit super épais et là super fin et à nouveau super épais. Hein. Il faut être à peu près partout pareil. Je crois qu'il va y avoir beaucoup de terre ou alors ça va être un pot géant. Ça sera l'occasion de voir comment on coupe. Hein. Donc voilà, la première montée, on réhumidifie tout ça. Et là, on va faire une montée avec plus de pouces, c'est-à-dire qu'on va refermer un petit peu le diamètre parce qu'on est très large. Plus de pouces. Donc je change de geste. Je rentre le pouce, j'appuie assez fort avec le pouce droit, je fais une petite vague avec l'index gauche et je fais une passe, pas très ambitieuse. Simplement, je m'occupe de refermer un peu le diamètre. On va pas trop monter pour l'instant. Parce qu'il y a beaucoup de terre, hein, je m'en aperçois. Là, j'aurais pu prendre 1,5 kg pour ce pichet, ça aurait été suffisant. Je pense que le diamètre du haut correspond à ce que je voudrais faire. Mais le diamètre du bas, lui, est beaucoup trop grand. Je crois que c'est que je crois que c'est que la deuxième passe, donc la terre n'est pas encore fatiguée. On peut encore y aller. Donc pareil, beaucoup de pouces. Je referme. Et je remonte. Alors là, comme j'ai fait un effort fort en bas, évidemment, la terre est un peu stressée. Tellement stressée, voilà ce qui arrive. Alors, on va garder la vidéo, hein, je le dis tout de suite, on va la garder pour vous montrer que, attention, rien n'est perdu, voilà, pas de panique. Je redresse un petit peu, tant bien que mal, et comme on avait beaucoup de terre, regardez, ça tombe très bien, on va enlever toute cette partie défectueuse. Donc j'enlève ça, et moi je vous garantis, on va quand même arriver à faire ce pot. Alors je fais exprès de garder cette vidéo parce que je pourrais bien sûr l'enlever, recommencer et vous montrer quelque chose de très clean, mais non, ça c'est du vécu, c'est quelque chose de bien et c'est quelque chose qui peut servir. Donc je fais là un petit peu des gestes de réparation, je remonte ma terre, je la recentre, et comme j'avais beaucoup de terre, maintenant évidemment j'en ai beaucoup moins, et je vais remonter ma terre et redonner forme à ce pot. Voilà. Je vais chercher en bas de la terre, je la trouve et je remonte doucement. Je prends mon temps. Voilà, en s'appliquant un petit peu, vous voyez, on arrive à avoir quelque chose de bien. Bon, tout à l'heure, ça dansait tellement en haut que j'ai coupé un peu comme j'ai pu. Donc je recoupe cette fois-ci beaucoup plus proprement. Voilà. Alors, ce pot, il va venir. Pas d'inquiétude.
On voit trop souvent dans les écoles, ah là là, j'ai loupé, je recommence tout. Bon, mais c'est pas toujours ça, hein. On peut très bien foirer un petit peu un geste, et c'est pas ça qui va foirer la pièce. Attention, ça accroche. Bon, moi je pense que c'est bon pour ce pot là, à peu près quelque chose comme ça. Vous voyez, il y a encore beaucoup de terre, hein. Donc maintenant, on va donner la forme finale. Alors c'est jamais qu'un cylindre. On va enlever tout ce qui ne nous plaît pas. On va commencer par le bas, là, comme on a tellement rétréci. Toute cette partie-là, elle est en trop, hein, donc je l'enlève. Je prends un petit outil que j'aime bien, et puis je dégage toute cette terre qui ne nous sert pas. Donc définitivement, j'avais pris beaucoup de terre pour faire un pot à eau. C'est vrai que bon, j'en fais pas souvent des pots à eau, donc j'ai pas en tête la quantité. Je prends les steaks et je vais refaire une montée le long de les steaks. Donc voilà, là on a notre cylindre. Après, quelle est la forme du pot? Ça, il faut mieux le savoir à l'avance. Donc moi, c'est un pot plutôt assez basique qui ressemble vraiment à un cylindre avec un petit bec qu'on va faire tout à l'heure. Mais on peut faire des pots évidemment renflés ici et aussi renflés là, qui repartent. Je me mets du bon côté pour la vidéo. Donc renflés ici. Et on pourrait aussi faire des ouvertures plus grandes ici et couper de manière à avoir juste un bec verseur, mais évasé. Donc là, je vais choisir quelque chose qui va ressembler à un cylindre conventionnel. Moi, je suis bon dans les épaisseurs, hein. Bon, c'est un petit pichet. Je pense qu'il est à peu près comme je veux. J'enlève l'eau en faisant attention de ne pas abîmer les bords, parce que souvent, c'est en faisant ça, en récupérant l'eau du fond, qu'on abîme le haut. Et je vais prendre un autre outil pour aller chercher l'eau dans le fond. En même temps, je vérifie que le fond est correct. Alors attention, les formes ouvertes comme ceci, bon c'est un cylindre, mais il est relativement ouvert, donc on a le visu dedans. Donc ce qui est intéressant, c'est de laisser quelques marques du travail des doigts. On les voit peut-être à la caméra là. À l'intérieur, ça montre que c'est quelque chose qui aurait été fait main. Mais il ne faut pas non plus que ça soit un accordéon. Donc ça, on va laisser comme ça. Je pense que je vais retravailler ça au tournassage. Sans doute faire un petit décroché ici. Donc je laisse tel que ça apparaît là. Peut-être qu'il y a un petit peu moins de diamètre, mais je vais en enlever après. Donc c'est pas important. Et on va faire maintenant le bec verseur. Donc si on fait le bec verseur, ça veut dire quand même qu'il faut une belle qualité de tournage extérieur, parce qu'une fois qu'on aura fait le bec, on ne pourra plus tournasser. On pourra tournasser cette partie-là, mais à partir de là, on ne pourra plus. Donc, avec une éponge, je soigne le haut, comme ceci, je pince ici, je laisse traîner mon éponge dessus. Avoir quelque chose qui tourne bien rond. Un petit coup d'éponge sur les côtés.
Et maintenant, le grand moment, on va donner la forme au pichet pour qu'il puisse verser l'eau. Il existe plusieurs gestes. Celui-ci à 3 doigts, on pince et on ramène le pouce. Celui-ci aussi à 3 doigts mais avec les 2 mains. Qu'est-ce qui est le plus simple? Bon, je pense que c'est avec les 2 mains. Donc, on bloque ici, on vient en appui, pas d'ongle, juste la peau. On prend ici et on tire. Et je resserre. Je resserre légèrement ici. Vous voyez? Je ramène le tout bien parallèle. Je fais le chemin d'eau. Je redonne un petit peu plus de forme vers le bas. Ça sera peut-être un petit peu plus élégant, comme ceci. Voilà. Et c'est pas la peine de faire énormément de finition maintenant. On aura meilleur temps à les faire quand ça sera raffermi. Voilà, un petit pichet très très simple. Très simple, très basique. Et maintenant, on va s'occuper de faire l'anse. Je vais laisser raffermir la pièce sur le tour et il n'y aura plus demain qu'à la retraiter pour faire le fond quand elle sera bien raffermie. La pièce a séché cette nuit. Je l'ai posée simplement sur la girelle avec un petit tissu dessous, pour pas qu'elle dérape. Je ne la fixe pas volontairement. Eh bien, on va prendre ça comme un exercice, c'est-à-dire il faudra utiliser les outils tournassin avec délicatesse pour ne pas la décentrer et la casser. Alors c'est quelque chose que vous pouvez aussi faire de temps en temps quand vous avez un cylindre un petit peu lourd, hein. Il ne faut quand même pas une pièce légère pour faire ce genre de sport. Eh bien, ça nous oblige à être très délicat. Voilà, j'enlève quelques copeaux grossièrement pour rattraper le fond. Alors la terre est un petit peu humide. Parce que vous voyez, ça raccroche. Ça veut dire que les copeaux sont un petit peu justes. Alors comme cette pièce, elle est, on va dire, je sais pas, très primaire, très basique, mais enfin c'est un peu ce qu'on cherche puisque c'est un pot à eau de campagne. Mais pour apporter une petite note, pas artistique, mais enfin pour la rendre un tout petit peu plus élégante, ici on va faire un décrochement et à la base on fera un petit chanfrein. Donc j'avais tourné épais, on a 2 cm à la base. Je cherche un autre outil pour dresser le fond avec un autre geste, un outil comme ceci, et cette fois-ci on met à plat pour dresser le fond. Voilà. Donc je sais maintenant que cette partie-là doit être bien plate. Voilà. Alors maintenant, je continue d'évider. S'il y a un petit peu de décentrement, on peut vérifier. Oh, il n'y a pas grand chose, on va laisser comme ça. Mais on pourrait recentrer, bien évidemment. Je l'ai dit maintes fois dans toutes ces vidéos, le tournassage, les gestes de haut en bas sont sans risque. Les gestes transversaux posent beaucoup plus de problèmes, évidemment, puisqu'on exerce une force sur le côté qui aurait tendance à décentrer.
Donc on continue, on fait des petites vagues, des petits copeaux. Et puis je vais marquer le bord, mais peut-être pas tout de suite, puisque j'ai dit que je faisais un petit décrochement. Alors je vais peut-être m'occuper du décrochement maintenant. Comme ça, je saurai quelle épaisseur je veux ici. Alors le petit décrochement, je vais prendre un autre outil. Il y aura peut-être plus de finesse dans la découpe. Ce sont des outils extrêmement tranchants. Alors il y en a dans les deux sens. Donc je vais prendre l'autre avec la pointe vers le bas. Comme ceci. Et je vais tailler le côté. Voilà, là j'ai quelque chose de bien arrondi. Je vais enlever la lèvre. Et on va chercher ici l'endroit où on veut faire le décrochement. Alors encore une fois, hein, c'est une pièce rustique. Donc on ne cherchera pas à la perfection. Il y a eu un petit peu de décentrement, donc je vais tout petit peu repousser. Je vais recentrer, et vous voyez, et je vais retailler par rapport à ici. Donc là, je recentre. Et je retaille bien droit. Ça, c'était le risque pris au début, de ne pas accrocher la pièce. Voilà. Alors j'ai vraiment une terre un petit peu trop molle, hein. J'en ai conscience. Parce qu'elle se raccroche carrément et elle recolle, hein. Voilà, donc je vais faire mon angle. Avec les deux pointes de chaque côté, vous voyez qu'on arrive à faire un angle droit correct. Bon, voilà. On arrondit un petit peu tout ça à l'éponge. On va regarder qu'est-ce que ça donne. Mais je pense que c'est tout à fait ce que je voulais faire en tout cas. Voilà. Maintenant, on va continuer à faire le dedans. Et on va mettre les pieds en place. Voilà, le pied par là.
faut quand même faire le pied assez tôt. Ça permet, s'il y a un petit décentrement, de ne pas retoucher cette partie. Bon, voilà ce que ça donne avec un petit peu de finition. Et nous allons attaquer maintenant l'anse de ce pot à eau. Alors, confection de cette anse, on va prendre 2 cm pour faire la largeur. Une petite marque, en haut, en bas. On prend une règle en bois et un geste rapide le long de la règle. Voilà. Petit coup d'éponge sur les arêtes. Ici, je vais affiner un côté et recouper. Parce que je veux un petit enroulement. Donc j'ai affiné, je recoupe à 2,5. Je fais une petite mesure, hein, parce qu'autrement, si c'est pas parallèle, ça risque de nous gêner. Je prends ce petit motif récupéré dans une brocante. C'est les années 50. Et je fais une petite marque. Ça sera la partie cachée. Alors on va mettre en forme et laisser raffermir. Donc je prépare le rouleau. Et je mets la terre dans la future forme qu'elle va avoir. Et on va laisser raffermir comme ça maintenant. La suite dans quelques millisecondes. J'ai mis l'anse de côté. Je dresse un peu plus maintenant sa forme. Ça va être quelque chose comme ça. Il faut qu'on puisse évidemment prendre l'anse d'une façon pratique. Et on va laisser raffermir encore.
récupère l'anse raffermie. J'ai mis de la barbotine après avoir guilloché. Je la mets en place ici. Et je fais un premier contrôle visuel, on va dire. Alors attention de ne pas trop enlever le motif. Je fais bien rentrer, j'appuie bien pour que ça colle. J'enlève le surplus de barbotine. Mais c'est pas le moment de faire les finitions. Les finitions, c'est en dernier. Eh bien, on va regarder quel est l'aspect visuel. L'aspect visuel, ça, ce n'est pas fixé encore pour l'instant. Et j'ai besoin de voir, de me rendre compte comment ça va être. Quelque chose comme ça. Je ne sais pas si on le voit bien à la caméra. Non, on ne le voit pas. Voilà, là, on commence à le voir. Donc le pot va être quelque chose à peu près de cette allure. Alors je coupe ici cette partie qui est trop longue. Je la coupe en biseau. Elle n'est toujours pas fixée. Je marque les côtés. Je soulève. Je guilloche dessous. C'est-à-dire que je fais des petites marques dans la terre. Vous allez les voir là. Je mets l'anse de côté. Je mets de la barbotine très généreusement. Alors on peut guillocher un petit peu dessous. Et on applique pour le collage. Je reguilloche par-dessus. Et là, j'ai redécoupé un petit bout avec le motif enroulé qui va rappeler la partie inférieure. Et je vais venir la mettre en place par-dessus. Et le conseil, on ne cherche pas à faire des finitions, un geste pour chaque opération. Alors maintenant que j'ai la barbotine ici, elle a raffermi, j'en mets un petit peu sur une pièce que j'ai coupée, enroulée, remis un petit bout du motif de l'autre côté, un petit peu de barbotine ici, et j'applique ici et je colle. Alors il n'y a que vous et moi qui saurons après que ça a été collé. Mais comme c'était déjà raffermi, ça me gênait. J'ai été obligé de couper. Donc voilà, là il est encore temps de bouger un petit peu la forme, d'affiner les courbes. Moi je laisserai comme ça, je vais laisser comme ça. Et on va attendre encore que la pièce raffermisse, on coupera, on arrangera et on égalisera, on fera toute la finition pour évidemment que cette anse soit parfaite. On ne peut pas la laisser comme ça, avec des angles trop vifs, des parties ici collées, etc., etc. Donc ça va faire partie d'une suite pour la finition.
Et voici le moment le plus important de tous, c'est la finition. Alors la finition, qu'est-ce qu'on doit faire à la finition? On doit faire disparaître ce genre de marque, parce qu'il ne faut pas compter sur l'émail pour le faire. On aurait beaucoup de déceptions. Et vous voyez ici, c'est franchement très laid. Donc on va arrondir tout ça et mettre tout ça propre. Il faut très peu d'outils. Quelque chose comme ça, un petit couteau ou un couteau comme ceci, des petits outils de dentiste, ça peut être intéressant pour aller faire des gratouillis à des endroits difficiles d'accès, comme ici. Et puis, le plus puissant de tous, celui qui marche et qui préserve votre santé, c'est bien simple, c'est le Scotch-Brite. Et là, c'est un scoop parce que j'ai tout sauf le Scotch-Brite. A tout de suite pour vous le montrer. Et voici le moment le plus important de tous, c'est la finition. Alors la finition, qu'est-ce qu'on doit faire à la finition? On doit faire disparaître ce genre de marque, parce qu'il ne faut pas compter sur l'émail pour le faire. On aurait beaucoup de déceptions. Et vous voyez ici, c'est franchement très laid. Donc on va arrondir tout ça et mettre tout ça propre. Il faut très peu d'outils. Quelque chose comme ça, un petit couteau ou un couteau comme ceci, des petits outils de dentiste, ça peut être intéressant pour aller faire des gratouillis à des endroits difficiles d'accès, comme ici. Et puis, le plus puissant de tous, celui qui marche et qui préserve votre santé, c'est bien simple, c'est le Scotch-Brite. Et là, c'est un scoop parce que j'ai tout sauf le Scotch-Brite. A tout de suite pour vous le montrer. Hop, le voici, le fameux Scotch-Brite. Alors, maintenant, je vous montre comment on s'en sert. Eh bien, on le trempe dans l'eau et on fait tout ça avec une éponge mouillée, le Scotch-Brite mouillé. D'abord, c'est très puissant. Ça va vraiment faire une action sur la terre immédiate. Et en plus, ça n'ira pas dans vos poumons. Que demander de plus? Toujours dans le sens de la pièce. Et après, la finition côté éponge. Alors, dans un atelier, des éponges, je vous recommande d'en avoir de plusieurs sortes. L'idéal, c'est même de s'en fabriquer à la demande dans des blocs de mousse. Mais ça, par exemple, très utile pour aller comme ceci. Ce genre d'éponge en rond. Ou même des petits bouts d'éponge au bout de baguette. Je vais faire la démonstration ici avec le Scotch-Brite. Alors, on mouille dans le sens de la pièce, côté Scotch-Brite, et vous allez voir, comme par miracle, tout va disparaître. Et on va faire un bel arrondi, qui en plus sera agréable à la main. On frotte un petit peu plus aux endroits qui ont besoin d'être atténués. Et on termine par l'éponge. Alors attention, il ne faut pas que ça dégouline sur la pièce, hein, on est bien d'accord. Et voilà ce que ça doit donner. Quelque chose d'arrondi. Alors on ne va pas faire ensemble toute la démonstration sur l'ensemble de la pièce. Je vais faire ça tranquillement et je vous montre le résultat à la fin. Voilà, après les petits grattages, gratouillis, voilà ce que ça donne. Donc, une partie ici bien lisse,
Ici, on laisse les marques de fabrique pour bien montrer que ce n'est pas une pièce qui arrive d'un grand magasin suédois. Et puis, en faisant tourner la pièce, voilà qu'apparaît la petite anse qui est venue avec l'inspiration au fur et à mesure. Alors l'anse est un petit peu plus moderne par rapport à la pièce qui fait plus rustique, c'est vrai, mais bon, ça va donner un genre. Voilà, voilà ce qu'on peut faire. Ce que j'aimerais que vous reteniez de cette vidéo, ben c'est surtout, c'est probablement la plus mauvaise démonstration qu'on peut mettre en ligne, puisque c'est une pièce foirée, mais je la laisse parce que c'est pour encourager les débutants. Des fois, ben oui, ça tourne pas bien rond, la pièce tombe, etc., etc., mais ne vous découragez pas. Vous voyez, en coupant le haut de la pièce, on est quand même arrivé à l'emmener au bout. Sur ce, je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures céramiques.